tournante de la machine. Donc cette partie qui tourne, on appelle ça le rotor. C'est une espèce de cylindre qui est monté sur un axe. Cet axe va être euh, euh, fixé, enfin il est lié à une liaison pivot, si vous voulez, grâce à des roulements à billes sur le Sator. C'est sur le rotor qu'on peut amener de la puissance mécanique dans le cas d'un fonctionnement en génératrice. Et le rotor, bien sûr, peut être alimenté pour un fonctionnement moteur. Donc le rotor, le bobinage du rotor est constitué de brins de conducteurs qui sont logés dans des encoches sur les pièces polaires du rotor. Donc ces brins reliés deux à deux forment des spires, et puis les spires sont reliées entre elles pour faire un bobinage assez complexe. Donc dans ce bobinage porté par le rotor qu'on appelle le bobinage induit, pourquoi? Parce que c'est des phénomènes d'induction magnétique qui vont se produire au niveau du rotor. Lorsque le rotor va tourner, donc il va y avoir production d'une force électromotrice, donc que ce soit un fonctionnement génératrice ou un fonctionnement moteur, on va avoir une force électromotrice au niveau de l'induit du rotor, puisque l'induit baigne dans un champ magnétique. Et ensuite, si l'induit est traversé par un courant, on va avoir des forces de Laplace également qui vont s'appliquer sur chacun des brins de l'induit. Donc deux forces de Laplace diamétralement opposées par l'axe du rotor, ça va former un couple, et l'ensemble de ces couples, ça va être le couple moteur ou le couple résistant de la MCC, de la machine à courant continu. Donc les relations importantes, on a vu donc la force électromotrice induite, vaut P sur A fois NB fois phi et fois petit n. Donc E, force électromotrice induite, P, le nombre de paires de pôles, A, le nombre de paires de voies d'enroulement, NB, le nombre de brins de conducteurs qui constituent l'induit, donc l'induit porté par le rotor, phi, le flux créé par l'inducteur, et petit n, la vitesse de rotation en tours par seconde. Voilà, donc on peut, petit n est lié à oméga par donc la relation petit n égale oméga sur 2pi. Donc en divisant PNB par 2pi, vous voyez, on peut mettre E sous la forme grand K fois phi et fois oméga. Donc grand K, du coup, vous voyez, c'est vos petits p fois NB, le nombre de brins divisé par A et divisé par 2pi. Et avec cette relation-là, on peut définir la puissance électromagnétique, qui est une puissance qu'on peut voir soit d'un point de vue électrique, soit d'un point de vue mécanique. Vous voyez, c'est un petit peu la puissance à la frontière. Il ne faut pas oublier qu'une machine à courant continu, c'est une machine, c'est un convertisseur électromécanique. Donc on peut voir la puissance électromagnétique de deux façons, d'un point de vue électrique ou d'un point de vue mécanique. D'un point de vue électrique, PEM va être égal à E fois I, et d'un point de vue mécanique, PEM va être égal à TEM multiplié par oméga. Donc TEM, on va appeler ça le couple électromagnétique. Donc oméga, c'est la vitesse de rotation en radians par seconde. Donc vous voyez que si j'écris E sous la forme grand K fois phi fois oméga, TEM qui vaut E fois I divisé par oméga, TEM va valoir K fois I et fois phi. D'accord? Donc on peut mettre la force électromotrice E sous la forme K fois phi fois oméga, et le couple électromagnétique sous la forme également K fois phi et fois I. Hein. Donc ce grand K, il est commun aux deux grandeurs, la grandeur mécanique TEM et puis la grandeur électrique E. Voilà, donc ça, ce sont deux relations importantes. On a vu également Monsieur? que Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi, juste pour le cas, il nous sera donné la plupart du temps, vu que c'est une caractéristique du moteur en lui-même. Oui, alors ce qu'on peut vous dire, c'est si vous avez un exemple, on peut vous dire voilà, la machine, c'est une machine avec un inducteur qui est quadripolaire, qui possède quatre pôles. Vous avez par exemple quatre voies d'enroulement.
et un nombre de brins, je ne sais pas moi, 650 brins. Donc, si elle a 4 pôles, P vaut 2. Si elle a 4 points d'enroulement, A est égal à 2. Donc, vous faites 4 divisé par 4 divisé par 2pi et vous multipliez par le nombre de brins par 650 et vous avez le grand K. D'accord? Donc, soit c'est donné parce qu'on vous donne les caractéristiques de la machine, ou soit, si vous connaissez phi, vous connaissez la vitesse de rotation et vous pouvez calculer la force électromotrice, vous pouvez aussi en déduire K. Voilà. Ok, d'accord. Alors, faites attention, ce grand K qui est commun à TEM et E, c'est avec une vitesse de rotation en radians par seconde. Hein, voilà. Alors, quelquefois, vous voyez, le flux est fixé, puisque le flux, il est produit à l'inducteur. Donc, généralement, il est fixé soit par des aimants permanents, soit il est fixé par le courant d'alimentation de l'inducteur. Hein. Je vous rappelle que la machine à courant continu, c'est 2 circuits. C'est un circuit, lorsqu'il y a un électroaimant, bien sûr, c'est un circuit inducteur. Vous avez ça. Donc là, c'est l'inducteur qui va créer... c'est l'inducteur qui va créer le champ magnétique. Donc UE et IE. Donc là, ça permet de créer le champ B qui va aller vers le rotor. Et ensuite, vous avez l'induit. Alors l'induit qu'on représente comme ça, hein, voilà, avec les balais. Et l'induit est alimenté, le bobinage induit est alimenté avec une tension U et un courant I. Et puis là, vous avez l'axe, ça c'est l'axe de la machine, hein, qui tourne à une vitesse oméga avec un certain couple utile. Alors, vous voyez, donc soit le flux, on a des aimants permanents, ça c'est important à comprendre, soit aimant permanent, et dans ce cas, phi est égal à une constante, on ne pourra pas y toucher, ou soit vous avez un électroaimant, mais côté inducteur, c'est-à-dire de ce côté-là. Hein. Donc ça, l'inducteur, porté par le stator, la partie fixe de la machine, et ce bobinage-là, c'est le bobinage induit, qui est bobiné sur le rotor. Donc, lorsqu'on a un électroaimant, on fait varier IE. Et le flux, grosso modo, le champ B est proportionnel à IE, et donc le flux, c'est à peu près le nombre de spires multiplié par la section d'une spire multiplié par le champ B, et le flux est directement, dans ce cas-là, phi est directement une fonction de IE. Et on peut considérer même que le flux est proportionnel à peu près, si on n'arrive pas à la saturation du matériau, on peut dire que le flux phi est à peu près proportionnel. Donc je vais mettre, je sais pas, une autre constante, je vais l'appeler voilà, grand C, hein, vaut grand C fois IE pour ne pas confondre avec K. D'accord? Donc le flux dépend du courant d'excitation, du courant IE de l'inducteur, directement, hein, par un lien de proportionnalité, à part si on se rapproche de la saturation du matériau magnétique. Voilà, on a vu ce que c'était. Alors, oui, une autre chose. Je vous ai dit ensuite, on avait vu autre chose. Donc, en régime permanent, ça veut dire à vitesse fixe et à tension fixe. Donc, le courant ne varie pas à l'intérieur de l'induit. On peut, dans ce cas-là, dans le modèle de l'induit, négliger les effets inductifs. Et donc, l'induit va être équivalent à une force électromotrice en série avec une résistance. Voilà donc le schéma électrique équivalent de l'induit. Alors, si on a un fonctionnement génératrice, on va se placer plus en convention générateur, donc avec un U et un I dans le sens indiqué sur la figure, de manière à avoir U positif et I positif. Et la relation qu'on va pouvoir écrire au niveau de l'induit, bien sûr, en régime permanent et en fonctionnement génératrice, ça va être U est égal à E moins RI, hein, puisqu'en fonctionnement génératrice, la machine elle va fournir à l'induit, elle va fournir de la puissance électrique. Hein, donc ça va être, on va l'avoir comme un générateur de puissance électrique. Donc on se place plus en convention générateur, de manière à avoir U positif et I positif. Si on est en convention récepteur, ben, U, par exemple, va être positif et le I sera négatif. Donc c'est plus intéressant de se placer en convention générateur. Lorsque on étudie le fonctionnement moteur, c'est-à-dire que là, on apporte de la puissance électrique à l'induit, le rotor tourne avec une certaine vitesse et puis un certain couple, on va se placer plutôt en convention récepteur, puisque là, la machine va absorber de la puissance électrique. Et dans ce cas-là,
en convention récepteur pour un fonctionnement moteur, le U va être positif et le I va être positif. Et on va écrire que U est égal à E plus RI. On peut bien sûr travailler en fonctionnement moteur avec une convention générateur, mais si vous travaillez en fonctionnement moteur avec une convention générateur, vous aurez une des deux grandeurs qui va être négative, soit U négatif, soit I négatif, ce qui est un petit peu moins pratique. Voilà, deux problèmes qui peuvent se présenter, donc j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, la réaction magnétique d'induit, c'est-à-dire que lorsque l'induit va être parcouru par un courant, il va faire concurrence au champ qui est produit par l'inducteur, et d'après la loi de Lenz, il va faire en sorte que le champ que crée l'induit s'oppose aux effets qui lui ont donné naissance, donc il va s'opposer au champ créé par l'inducteur. Et du coup, le flux en charge, lorsque le moteur va fonctionner en charge, va être inférieur au flux lorsque le moteur fonctionnera à vide et que les courants seront plus faibles dans l'induit. Donc ça va avoir tendance à diminuer la force électromotrice en charge par rapport à la force électromotrice à vide, alors que la vitesse de rotation reste la même. Et ce problème-là, ce qu'on appelle la réaction magnétique d'induit, on va le compenser. Alors on le compense en plaçant des pôles de compensation au niveau du stator qui sont parcourus par le courant inverse de l'induit de manière à, si vous voulez, à s'opposer au courant qui est créé par le courant d'induit. Vous avez des petits pôles de compensation qui sont plutôt montés sur le stator, de manière à avoir le en charge égal au vide, et ça quel que soit le courant qui va être absorbé ou produit par l'induit. Voilà, donc ça on va toujours supposer que c'est compensé, donc on ne s'en occupera plus, on vous mettra toujours un exo, dans l'exo, la réaction magnétique d'induit est compensée. Vous avez également d'autres problèmes qui peuvent se poser. On avait soulevé le problème la semaine dernière, c'est au niveau de la commutation. Vous avez vu que pour alimenter l'induit, vous avez des lampes de collecteur tout autour de l'axe du rotor. Sur ces lampes de collecteur, on vient fixer des spires de l'induit. Et pour alimenter, il faut en permanence que deux lampes de collecteur diamétralement opposées touchent les deux balais fixes qui sont sur le stator. Vous voyez, vous avez deux balais avec deux ressorts qui poussent de pièces en graphite qui viennent en permanence frotter sur les lampes de collecteur. Alors vous voyez que si vous voulez, les pièces en graphite des balais vont s'user, et en même temps, ces pièces vont toucher à des moments deux lampes de collecteur simultanément. On va avoir des petits courts-circuits, donc des petites étincelles. Et ça, c'est pareil, vous avez des pôles de commutation qui permettent d'améliorer la commutation. Ça non plus, on ne s'en occupera pas. On va supposer que ces pôles existent sur les machines. Donc c'est un phénomène un peu particulier qu'on pourrait étudier, mais qui demande un petit peu de temps supplémentaire. Ce n'est pas le but de ce cours. Voilà, donc il y aura des pôles de commutation qui vont permettre d'améliorer la commutation, donc de plus trop avoir ces étincelles au niveau du système collecteur et balai. Donc pour nous, la réaction magnétique d'induit va être compensée parfaitement et la commutation améliorée grâce à des pôles de commutation. On n'en dira pas plus. Voilà. Ce à quoi on va s'intéresser maintenant, c'est au bilan de puissance de la machine à courant continu. Qu'elle fonctionne en génératrice ou qu'elle fonctionne en moteur. Alors, vous vous doutez bien, vous avez vu qu'on a une conversion électromécanique, c'est-à-dire que d'un côté, on a de la puissance électrique, de l'autre, de la puissance mécanique. Donc, on a une conversion. Donc, cette conversion électromécanique, elle se fait bien sûr pas avec un rendement de 100%, c'est-à-dire que la puissance mécanique n'est pas intégralement convertie en puissance électrique pour un fonctionnement génératrice, et réciproquement, pour un fonctionnement moteur, toute la puissance électrique n'est pas forcément convertie intégralement en puissance mécanique. Il y a des pertes. Alors, on va s'intéresser quasiment qu'à l'induit. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'inducteur, soit j'ai des aimants permanents, je n'ai pas de perte, soit j'ai un électroaimant au niveau de l'inducteur, et dans ce cas-là, l'inducteur est équivalent à un bobinage, voilà, alimenté par une tension UE, tension d'excitation, et parcouru par un courant
IE. Voilà le courant d'excitation. Donc ça, c'est le schéma équivalent de l'inducteur. Lorsque l'inducteur est un électroaimant, l'inducteur, bien sûr, il est porté par le stator. Les pertes au niveau de l'inducteur, ce sont des pertes joules. P excitation égale à UE multiplié par IE. Comme le courant IE est continu, on ne voit pas les effets inductifs, donc les pertes valent aussi, ce sont des pertes joules, RE multiplié par IE carré. Donc ça, on ne s'en occupe plus. Voilà, ce sont des pertes joules, RE, IE carré. Donc soit on vous les donne dans un exo, on vous donne par exemple RE, on vous donne UE et IE, vous les calculez, ça va intervenir complètement à la fin dans le bilan de la machine. Voilà, ou soit on ne vous en parle pas du tout, hein, parce qu'elles sont un petit peu accessoires, il peut également y avoir des aimants permanents. Donc on va s'occuper de l'induit maintenant. Donc l'induit, c'est le bobinage qui est porté par le rotor. Alors, au niveau de l'induit, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a déjà parlé, vous avez l'induit, c'est du cuivre, il a une certaine résistance. Alors la résistance n'est pas forcément négligeable, parce que mine de rien, l'induit, le cuivre a beau être un très bon conducteur, mais quand vous en avez des centaines de mètres, voire des kilomètres pour le bobinage, il y a une petite résistance qu'on ne négligera pas forcément. Donc le PJ, les pertes joules à l'induit, Valérie Carré. Hein, donc que ce soit un fonctionnement moteur, un fonctionnement génératrice, on va voir ces pertes-là, elles vont exister. Hein, soit ce RI se soustrait à la tension qu'on va récupérer dans le cas du fonctionnement génératrice, ou soit ce RI, donc ça va constituer des pertes joules, donc de la puissance d'alimentation perdue lorsqu'on est en fonctionnement moteur. Donc, oui, je vous écoute. J'aurais juste une question, je comprends pas très bien à quoi correspond le RE. Le RE, c'est la résistance équivalente de l'inducteur. L'inducteur, c'est un bobinage, c'est du cuivre aussi, qui est bobiné sur le stator. Le stator, c'est la partie fixe de la machine, qui est bobiné à l'intérieur de la machine. Donc vous avez du fil à l'intérieur de la machine, fil en cuivre aussi, pour créer le champ magnétique qui va permettre de créer le flux qui va traverser l'induit. Donc vous avez du cuivre traversé par un courant, il y a une résistance dans le cuivre. Voilà. Donc si le courant est continu, généralement on cherche à avoir un champ qui est permanent, donc on a un courant IE qui est constant, on ne voit pas les effets inductifs, par contre on voit les effets résistifs du fil de cuivre. D'accord. Le RE, donc c'est rien d'autre que la résistance de l'inducteur, donc de l'électroaimant, si vous voulez. Et donc ça occasionne des pertes joules. Ça n'a rien à voir avec l'impédance de la bobine, du coup. Alors, ça n'a rien à voir avec... c'est la résistance de la bobine. Si on avait... l'inducteur, c'est un bobinage. Si on est en régime alternatif, on a à la fois de la résistance et à la fois de l'inductance. Mais l'inductance, on ne la voit pas parce qu'on est en régime... on est sur une machine à courant continu. Elle est alimentée avec même un courant d'excitation, IE, qui est constant. Donc, on ne voit pas les effets inductifs. Ok, merci. Voilà, donc on va s'intéresser à l'induit. Donc au niveau de l'induit, on a des pertes joules et ensuite un ensemble de pertes mécaniques et de pertes magnétiques. Donc les pertes joules viennent du bobinage de l'induit, exactement comme on avait des pertes dans le bobinage inducteur. Donc la résistance de l'induit, c'est grand R. Vous voyez, pour la distinguer, la résistance de l'inducteur qui est alimenté à part, c'est RE, mais je vous dis, l'inducteur, on n'y reviendra pas parce que voilà, c'est extrêmement simple à calculer. Et ensuite, au niveau de l'induit, on a des pertes mécaniques et des pertes fer. Alors, les pertes mécaniques, pourquoi? Parce que l'inducteur tourne sur des roulements à billes, et donc forcément, vous avez des pertes qui correspondent à des frottements solides ou des frottements visqueux, hein, vous voyez, puisque vous avez aussi l'induit qui tourne à l'intérieur du stator. Donc ça, c'est des pertes mécaniques. Et vous avez des pertes fer. Pourquoi? Parce que le champ magnétique est créé par l'inducteur. Il traverse, il
va traverser donc l'induit. L'induit, c'est un matériau qui est ferromagnétique également, et donc on retrouve des pertes magnétiques, les pertes par hystérésis et les pertes par courant de foudre. Voilà. Cet ensemble de pertes mécaniques plus pertes fer, ça porte le nom de pertes collectives ou de pertes constantes. Pourquoi? Parce que si on travaille à vitesse de rotation constante, on peut considérer que ces pertes-là ne varient pas, elles restent constantes, et ça, quelle que soit la vitesse de rotation de l'induit. D'accord? Donc, généralement, une fois qu'elles sont calculées, ces pertes constantes, on les calcule à vide, avec un fonctionnement à vide. Ça reste les mêmes dans tout le problème, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas, même ensuite lorsqu'on fonctionne aux caractéristiques nominales. Hein. Donc, généralement, c'est un essai à vide qui permet de calculer ces pertes constantes, et ensuite on les garde telles quelles dans tout l'exercice, tout le problème, même lors du fonctionnement en régime nominal. Voilà, donc je résume ce qu'on vient de faire. Donc, les pertes au niveau de l'inducteur porté par le stator, on ne s'en préoccupe plus. Donc, soit elles existent, elles valent RIE carré parce qu'on a un électroaimant, soit j'ai un aimant permanent. Et dans ce cas-là, si j'ai un aimant permanent, je ne vais pas m'en préoccuper. Donc au niveau de l'induit, on a un bobinage, des pertes joules de type RI carré, et puis des pertes constantes qui correspondent aux pertes mécaniques et aux pertes magnétiques. Donc c'est à ça qu'on va s'intéresser. Alors pour un fonctionnement génératrice, vous voyez, on a de la puissance mécanique qui est fournie à la machine, c'est-à-dire qu'on fait tourner l'arbre de la machine, on lui apporte un couple mécanique extérieur, une certaine vitesse de rotation. Et ce qu'on cherche à avoir, bien sûr, en fonctionnement génératrice, on amène de la puissance mécanique, on cherche à récupérer de la puissance électrique. Alors, dans cette puissance absorbée, qui est une puissance mécanique, hein, le T extérieur multiplié par oméga, une partie est perdue sous forme de perte collective ou perte constante. Donc, une fois qu'on enlève à cette puissance absorbée, on enlève ces pertes collectives, on se retrouve avec la puissance électromagnétique, qu'on peut aussi bien voir d'un point de vue électrique que d'un point de vue mécanique. On avait vu ça la semaine dernière. Et à cette puissance électromagnétique, une fois qu'on supprime, on enlève les pertes joules, le RI carré, on se retrouve avec la puissance utile disponible aux bornes de l'induit. Donc la puissance qui nous intéresse, puisque c'est un fonctionnement génératrice. D'accord ? Je vous rappelle, fonctionnement génératrice, convention récepteur, U égale E moins RI. Vous voyez que le U fois I disponible à l'induit, la puissance utile, vaut donc E fois I puissance électromagnétique moins RI carré moins les pertes joules. D'où la relation U fois I puissance utile, puisque c'est ce qu'on cherche à avoir sur l'induit, égale EI puissance électromagnétique moins les pertes joules. Et oui, donc si je veux remonter à la puissance utile, la différence que j'ai entre si je veux remonter à la puissance absorbée, puisque le PA ici, c'est le T extérieur que je fournis, fois oméga, donc ça c'est ce qu'on envoie sur la machine au départ. Et pour revenir au PEM, vous voyez que PEM, c'est PA, la puissance mécanique absorbée, moins les pertes constantes. D'accord, donc vous voyez que le P utile, qui est électrique hein, pour le fonctionnement génératrice, ça va être le P absorbé qui est mécanique, moins les pertes joules, PJ, et moins les pertes constantes. Alors, maintenant on passe au fonctionnement moteur. Alors, en fonctionnement moteur, ce qui est absorbé par la machine, cette fois-ci, c'est de la puissance électrique. Le PA, il est électrique. C'est un P élec. Il vaut U multiplié par I. Voilà. Et ce qu'on cherche à récupérer en fonctionnement moteur,
c'est une puissance mécanique. Alors, à partir du Pélec, du U fois I, vous avez une partie qui est perdue par effet Joule, puisque je vous rappelle que U valait E plus RI carré, donc une partie de cette puissance-là va donner des pertes Joule, donc EI plus RI carré. EI, c'est la puissance électromagnétique, et RI carré, ça forme les pertes Joule. Et donc, à partir de la puissance électromagnétique, si je soustrais les pertes constantes, j'ai la puissance utile sur l'arbre du moteur. Donc, PEM moins PC égale PU. Et le P utile pour un moteur, c'est le couple utile multiplié par la vitesse de rotation. Voilà, donc là, j'ai fait mon bilan. Un moteur. Alors, bien évidemment, au niveau du rendement, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aurais pu vous calculer le rendement. Donc, le rendement de la génératrice, ce qu'on cherche, ce qui nous intéresse, c'est le PU. Monsieur. C'est par le P absorbé. Je vous écoute. J'ai juste une question au niveau du U là. Il n'y a pas un I en plus? Alors, attendez, je vais. Oui, il y a. Alors. Ouais. C'est plutôt E plus RI. Oui, là, vous avez, là, vous avez pour le moteur, oui, voilà, vous avez U, effectivement, vous avez U qui vaut E plus RI, hein, donc voilà, si je multiplie par I, ça me fait EI plus RI carré, donc PEM plus PJ, effectivement, hein, excusez-moi, et là c'est un P. PEM moins PC. Alors pour le rendement, vous voyez, si vous avez un fonctionnement génératrice, donc la puissance utile, c'est ce qui est récupéré sur l'induit U fois I, et la puissance absorbée, c'est T extérieur multiplié par oméga. Si on veut tenir compte dans le cas où on fait un bilan global du fonctionnement de la machine, et c'est le cas lorsqu'on a un électroaimant pour produire le champ magnétique, dans le état, on peut rajouter dans la puissance absorbée donc le T extérieur fois oméga, et ainsi que l'alimentation de l'inducteur, le UE fois IE. Donc ça, c'est lorsqu'on a un électroaimant. Si on n'a pas d'électroaimant, c'est directement UI divisé par T extérieur multiplié par oméga. Et du coup, pour le moteur, le rendement moteur est à, donc toujours P utile sur P absorbé. Donc là, le P utile pour un moteur, c'est un TU fois oméga, puisqu'on cherche à avoir un couple utile avec une certaine vitesse de rotation. Et ensuite, l'alimentation de l'induit se fait avec de la puissance électrique, donc un grand U multiplié par grand I. Voilà. Et si je rajoute, si j'ai un électroaimant au niveau de l'inducteur et pas des aimants permanents, dans le rendement, je vais rajouter l'alimentation de l'inducteur, donc U fois I, ça c'est l'alimentation de l'induit, plus l'alimentation de l'inducteur. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement moteur. Donc ça, ici, si on ne tient pas compte de l'alimentation de l'inducteur, ici, si on tient compte de l'alimentation de l'inducteur. Et là, pour un fonctionnement génératrice, donc ici, en tenant compte de l'inducteur, ici, je ne tiens pas compte de l'inducteur, hein, le cas, par exemple, où j'ai un stator à aimant permanent. Monsieur? Oui, je vous écoute. Je ne comprends pas la différence entre
Parce qu'il y a deux fois nu, enfin il y a un nu en haut et un nu en bas, et il y en a un où on met de l'excitation et l'autre où on le met pas, et je vois pas la différence entre les deux. Alors, l'excitation, c'est l'alimentation ici de l'inducteur. L'inducteur, c'est le bobinage qui crée le flux oscillateur et ce flux va traverser l'induit pour qu'on ait les phénomènes d'induction magnétique, donc la force électromotrice, les forces de la place, etc. Alors, l'inducteur, il n'intervient pas forcément dans le rendement. Si on a des aimants permanents, il n'y aura pas de perte au niveau de l'inducteur. Et si par contre l'inducteur, ce sont des bobinages parcourus par un courant, une espèce d'électroaimant, donc là, la consommation de l'inducteur, ça va être UE fois IE. Donc ça, ce serait, vous voyez, un rendement, soit le rendement de l'induit, soit le rendement qu'on va voir lorsque la machine, c'est une machine à aimant permanent. Donc si la machine comporte un électroaimant, on va voir en plus, dans l'alimentation totale de la machine, la consommation de puissance de l'inducteur, donc le UE fois IE ou le RE IE carré. Donc voilà, donc ça avec des aimants permanents ici, si vous voulez, et puis là avec un inducteur bobiné. Ça va, je réponds à votre question, monsieur? Oui, ça. Ouais. Merci. Alors, il y a un petit exercice, on vous dit, on a une MCC avec les caractéristiques suivantes, qui fonctionne en moteur. Alors, la puissance électrique absorbée par l'induit, elle vaut 100 watts, les pertes joules, 10 watts, et les pertes constantes, 15 watts. Quelle est la puissance utile? Alors, la puissance utile, c'est tout simplement donc, une puissance utile qui va être une puissance mécanique, donc un couple multiplié par une vitesse de rotation. Donc, ça va être la puissance absorbée, moins les pertes joules, et moins les pertes constantes. Donc la puissance absorbée par l'induit, 100 watts, moins 10, moins 25, non, moins 15 plutôt. Égale 75 watts. Du coup, le rendement, alors soit on parle de rendement de l'induit, ou si l'inducteur c'est un élément permanent, on pourrait parler du rendement du moteur. Donc P utile divisé par P absorbé. Voilà, un rendement de 75%. Alors, quelquefois, lorsqu'on parle des pertes constantes de la machine, du PC, on définit un couple de pertes. Alors, c'est une espèce de couple fictif parce que ces pertes constantes, ce ne sont pas que des pertes mécaniques, c'est des pertes fer et des pertes mécaniques. Alors, vous voyez, pour pouvoir faire un rendement ensuite en termes de couple, voilà, si on veut déterminer le couple utile, on peut définir donc un couple de pertes. Donc on va écrire que PEM pour un fonctionnement moteur égale PC plus TU oméga. TU, c'est le couple utile. Et PC, je peux toujours écrire que PC, c'est un couple TP de perte multiplié par oméga. Et du coup, vous voyez, je peux écrire T utile égale TEM moins TP ou TP égale TEM moins TU. C'est ce qu'on fait assez souvent. On vous parlera de couple de pertes. Le couple de pertes, il est associé aux pertes collectives ou aux pertes constantes. Voilà. Alors, ce qui est vraiment important à saisir, c'est que ces pertes collectives ou ces pertes constantes vont rester les mêmes, et ça, quelle que soit l'utilisation de la machine, à condition qu'on reste à peu près à la vitesse de rotation, autour de la vitesse de rotation nominale. Elles vont pas bouger, donc lorsqu'on les calcule, lorsque vous avez un problème, lorsque vous les calculez, généralement pour les calculer, on va le voir tout de suite, on fait un essai à vide en fonctionnant moteur. Et ensuite, ces pertes qu'on a trouvées, c'est les pertes pour tout l'exo, même lorsqu'on fonctionne en régime nominal. Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce qu'on a aussi en fonction génératrice une relation qui fait les couples ou pas? En fonctionnement génératrice, vous voyez, c'est l'inverse.
si on regarde un petit peu la façon dont la puissance, le type de puissance absorbée et le type de puissance qu'on cherche à avoir, on est dans le schéma inverse, c'est-à-dire que à l'induit, on fournit de la puissance mécanique, c'est-à-dire qu'à l'induit, on lui fournit un couple avec une certaine vitesse de rotation, donc on fait tourner, si vous voulez, l'axe de la machine, on pourrait le faire tourner avec une autre machine, par exemple. Et ensuite, on cherche à récupérer au bord de l'induit une certaine puissance électrique. La puissance électrique, hein, c'est le produit U fois I. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire qu'on part en puissance absorbée, on a un couple extérieur multiplié par une vitesse de rotation. Ensuite, on enlève les pertes joules, on obtient la puissance électromagnétique, et ensuite on enlève les pertes constantes et on a la puissance, la puissance disponible électrique au niveau de l'induit. Hein. Vous voyez, on est dans un schéma inverse, hein, donc avec une puissance absorbée qui est mécanique et une puissance utile, dans le cas du fonctionnement génératrice, qui est une puissance électrique. D'accord, merci. Alors, comment calculer, vous avez une machine, comment calculer ces pertes collectives? Pour les calculer, on fait un essai à vide. Hein. Vous avez vu, ça ressemble un petit peu à ce que vous faisiez pour un transformateur. Vous vous souvenez, pour trouver les pertes fer, vous faisiez un essai à vide pour le transformateur. Donc là, le transformateur, ça ne tourne pas. Par contre, il y a des pertes magnétiques, pertes fer, comme on trouve dans le moteur. Oui, donc là, on va faire un essai à vide, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander au moteur de fournir de la puissance utile, on va faire tourner le moteur dans le vide. C'est-à-dire que TU, le couple utile, lors de l'essai à vide, TU est égal à 0. Hein, TU égale 0, PU, pour le fonctionnement moteur, est égal à 0. Donc, vous voyez, essai à vide en fonctionnement moteur. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, vous doutez que si je n'ai pas de couple extérieur, puisque en régime permanent, lorsqu'il y a un couple extérieur mécanique et donc demandé à la machine, là, vous avez le couple utile qui devient égal au couple extérieur. Le couple extérieur, il a tendance à vouloir tourner en sens inverse du couple utile. Hein, vous voyez, donc voilà, vous avez on a vu avec le TMC, le théorème du moment cinétique, que TU en régime permanent devient égal à T extérieur. Donc là, je n'ai pas de T extérieur. Donc a priori, TU vaut 0, la puissance utile vaut 0, la machine tourne dans le vide. Et donc elle tourne dans le vide, le courant absorbé par l'induit va être minimal, hein, puisqu'on a vu que le couple utile valait K phi I. Donc si le couple demandait le couple électromagnétique, excusez-moi, valait K phi I. Donc là, a priori, si le couple utile vaut 0, le I va être très petit, il va simplement compenser toutes les pertes de la machine. Alors, on ne met pas de charge mécanique sur l'induit, on alimente l'induit avec la tension nominale et on mesure le courant qui est absorbé par l'induit. Voilà, alors vous voyez que le courant absorbé par l'induit, il est indicé 0, hein, U fois I 0, donc P absorbé par l'induit. Donc, dans ce cas absorbé par l'induit, il y a une partie qui part en perte joule, le R I 0 carré, et une autre partie, ce sont des pertes collectives ou pertes constantes. Ouais, donc, on a donc le P absorbé à vide, donc, qui vaut U fois I0. Et donc ce P absorbé à vide, on a vu que c'était on obtient on va obtenir le P électromagnétique à vide, donc je vais l'appeler PEM indicé 0. On l'obtient en enlevant les pertes joules, donc le R qui est 0 carré, et puis la puissance utile, je l'obtiens à partir de la puissance électromagnétique,
en enlevant les pertes constantes. Mais ici, on est sur un essai à vide, PU est égal à 0. Donc PC vaut PEM0, la puissance électromagnétique absorbée à vide. Donc, vous voyez que PC vaut simplement U fois I0, ce qui est absorbé à vide par l'induit, moins les pertes joules à vide, moins PJ0. D'accord? Donc, si vous faites un essai à vide, vous voyez que directement, les pertes constantes valent la puissance absorbée à vide, moins les pertes joules. Donc, moins le RI0 carré. Monsieur? Oui, je vous écoute. Parce que là, on aurait pu aussi exprimer les pertes collectives en fonction du couple de pertes et de la vitesse de rotation. Mais là, dans ce cas-là, on n'a pas la vitesse de rotation à vide sur le schéma. Généralement, la vitesse de rotation, on fait cet essai à la vitesse de rotation nominale. C'est pas indépendant, normalement? Elles dépendent, par contre, alors les pertes constantes, elles ne dépendent pas du courant qui va être tiré à l'induit. Donc que le courant, ce soit un courant à vide ou que ce soit le courant nominal, on peut dire que les pertes constantes restent à peu près constantes. C'est pour ça qu'elles s'appellent pertes constantes, ou les pertes collectives restent à peu près constantes. Par contre, elles dépendent de la vitesse de rotation. Si vous êtes très bas en vitesse, là, elles sont différentes des pertes constantes qu'on a à vitesse nominale. Mais comme la machine est faite généralement pour être utilisée plutôt à la vitesse de rotation nominale, donc l'essai à vide, on le fait en général à vitesse de rotation nominale. D'accord. Okay. Si la vitesse de rotation nominale, c'est 1500 tours par minute, on va essayer de faire l'essai à vide autour de 1500 tours par minute. Alors, vous voyez, entre 1200 et si la vitesse de rotation nominale, c'est 1500, entre 1200 et 1800, on ne va pas avoir une différence significative au niveau des pertes constantes. Voilà. Alors, elles sont appelées pertes constantes simplement parce qu'elles restent les mêmes, bien sûr à condition que la vitesse de rotation reste à peu près la même, mais elles restent les mêmes, que le courant ce soit le courant qui est absorbé à vide ou que le courant ce soit le courant qui est absorbé lors du fonctionnement nominal, qui est le courant fort. Voilà. Donc vous voyez, essai à vide, PC vaut puissance absorbée par l'induit, moins les pertes. Monsieur? Oui. J'aurais juste, excusez-moi s'il y a du bruit, il y a des travaux chez moi. Bref, du coup, j'avais une question, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi le couple du rotor est nul si on a dans l'induit une tension et un courant. Non, alors le couple du rotor nul, c'est le couple utile. C'est-à-dire que là, vous faites tourner votre moteur à vide. C'est-à-dire que vous ne mettez aucune charge mécanique sur le moteur. La charge mécanique, ça va être la résistance sur l'axe. Vous voyez la résistance, par exemple, de l'essieu de la voiture, lorsque la voiture elle roule, ça va être l'hélice du ventilateur qui est greffée sur le moteur, voilà, parce que le moteur il va permettre de faire tourner un ventilateur, ça peut être le moteur vous voyez, le tambour de la machine à laver, etc. Hein, vous voyez, donc ça veut dire que il n'y a pas cette charge mécanique. Oui, en gros, on met rien au bout. Genre, ça tourne Voilà, il n'y a rien vraiment au dans le bout, vent. comme la charge mécanique vaut 0, ben, il n'y a pas besoin de fournir du couple utile, puisqu'en régime permanent, le couple utile il doit s'opposer au couple mécanique extérieur. Donc TU vaut 0, et donc la puissance utile, qui est une puissance mécanique, lors de l'essai à vide, elle vaut 0. Donc le courant qui est absorbé par l'induit, c'est juste un courant qui va permettre de compenser les pertes joules et les pertes collectives pour que le moteur puisse tourner. De la même manière, quand vous avez un transformateur, vous voyez, si vous ne le faites pas débiter au secondaire, vous avez malgré tout le courant magnétisant. Vous avez un courant qui est absorbé au primaire. Vous avez dû voir ça, vous voyez, lorsque vous faites l'essai à vide, vous avez à la fois une tension U et un courant I0, sans toutefois qu'il y ait de courant au secondaire, parce que le transformateur ne débite pas sur une charge. Et malgré tout, vous avez un courant. On appelle ça le courant magnétisant du transformateur, voilà, qui va permettre de compenser les pertes fer, les pertes joules du primaire. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici, sauf qu'en plus ici, dans les pertes collectives, on a des pertes mécaniques, puisque l'axe du moteur, vous avez, vous voyez, une liaison pivot, un seul degré de rotation possible. Voilà, et donc vous avez des pertes au niveau de la liaison, vous voyez, même si vous avez des roulements à billes de très bonne qualité.
Voilà, donc ça c'est important, PC égale U fois I0 moins PJ. Ce qui est important aussi, c'est de, lorsqu'on fait, voilà, donc la puissance, comme indiqué à la page 16, donc la puissance électrique qui est consommée par l'induit permet de compenser les pertes joules et les pertes collectives. La résistance de l'induit, si elle ne vous est pas donnée, si vous êtes en TP, vous avez une machine, on peut la trouver avec une méthode volt-ampère métrique, c'est-à-dire que vous mettez directement, vous avez le moteur à l'arrêt, vous alimentez directement l'induit avec une tension continue, avec un ampèremètre. Vous mesurez le courant et vous faites donc la tension divisée par le courant, vous n'avez pas d'effet inductif, et vous avez directement la valeur de la résistance de l'induit. On peut faire la même chose lorsque l'inducteur c'est un électroaimant, avec une méthode volt-ampère métrique, on peut calculer la résistance RE de l'inducteur, hein, qui sont généralement séparés, inducteur et induit sont généralement séparés, en tout cas pour une excitation séparée, c'est le cas de nos exos et puis de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Alors par contre, faites attention, si vous voulez avoir une bonne valeur des pertes joules, il faut mesurer la résistance de l'induit à chaud. C'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner le moteur va monter en température. Vous voyez, lorsque le moteur est froid, il va être à une température ambiante, une vingtaine de degrés à peu près. Lorsqu'on le fait fonctionner, il peut monter à 60 voire 80 degrés. Et dans ce cas-là, la résistivité du cuivre augmente. Hein. Vous avez une formule, je ne sais pas si vous vous souvenez, la résistivité à la température T1, elle vaut la résistivité à T0, facteur de 1 plus A fois le delta T. Le A, c'est le coefficient de température. Hein. La résistivité augmente du cuivre lorsque la température augmente. Donc, entre une résistance de l'induit à 20 degrés et une résistance à 80 degrés, vous pouvez avoir une différence de plus de 20% entre les deux. D'accord ? Donc, c'est important de mesurer la résistance de l'induit à chaud lorsque le moteur a tourné. Voilà, donc ça, on l'a fait tout à l'heure, hein, on a vu, c'est ce qu'on a vu, on vient de voir. Hein, c'est le PC égale P0, puissance absorbée à vide, donc le U0 fois I0 moins les pertes joules à vide. Alors pourquoi les pertes collectives ne sont pas indicées 0 comme la puissance absorbée à vide et puis les pertes joules à vide? Parce que justement, elles ne dépendent pas du courant d'induit. C'est pour ça qu'elles sont constantes. Elles dépendent simplement de la vitesse de rotation. Et encore, sur une plage de rotation raisonnable, on peut considérer que ces pertes constantes ne bougent pas. Voilà, elles ne dépendent pas que l'induit soit à vide ou que l'induit soit à pleine charge. PC reste constant. Alors, on va voir maintenant comment faire fonctionner une machine à courant continu plutôt comme un moteur. Ce qu'on va essayer ici, c'est de voir comment évoluent les grandeurs qui sont liées par les caractéristiques de la machine à courant continu. Voilà, et comment ces grandeurs, alors généralement c'est les grandeurs mécaniques, hein, le couple utile et la vitesse de rotation, comment ces grandeurs vont s'adapter aux conditions externes à la machine à courant continu, c'est-à-dire comment elles vont s'adapter au couple de charge, hein, à la charge qu'on place sur l'axe de la machine. Alors, on va adopter dans cette partie-là, on va adopter une convention de signes, puisqu'on reste plutôt, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt le fonctionnement moteur. On va rester sur une convention récepteur, hein, donc avec, au niveau du schéma équivalent de l'induit, UR, alors vous avez ER en série, donc si la tension, la flèche de la tension, la pointe de la flèche est vers le haut, le courant I va aller vers le E et le R de l'induit. La convention récepteur, généralement associée à la convention moteur.
Voilà, et même si à des moments la machine repasse en fonctionnement générateur, on gardera la convention récepteur. C'est-à-dire que si elle passe en fonctionnement récepteur, en fonctionnement générateur avec la convention récepteur, il y aura une des deux grandeurs sur la tension sur le courant qui va devenir négative. Alors qu'en fonctionnement moteur et en convention récepteur, les deux grandeurs U et I sont du même signe, hein. Soit les deux négatifs, soit les deux positifs. Généralement, les deux sont positifs. Alors, on va essayer la première chose, de trouver la caractéristique mécanique de la MCC. Donc, la caractéristique mécanique, c'est la fonction qui va lier la vitesse de rotation du moteur au couple utile. Alors, on va voir que le couple utile et cette vitesse de rotation sont liés, on peut s'en douter. Vous doutez bien que vous avez un petit moteur, on va dire un moteur de jouet pour ne pas vous faire mal. Si vous faites tourner le moteur, vous mettez une tension, vous faites tourner le moteur dans le vide, puis si avec la main, vous venez pincer le rotor, vous voyez, c'est d'appuyer sur le rotor pour faire de la charge. Vous avez tous vu que la vitesse de rotation va diminuer. On peut le faire bien sûr avec un petit moteur un moteur à courant continu de jouet. On ne peut pas le faire avec une machine de moyenne puissance, bien sûr, puisque là on ne ferait que se brûler les doigts. Voilà, mais on se doute bien que voilà, plus la charge va être importante, plus la vitesse risque de diminuer pour une alimentation qui reste constante, une alimentation U qui reste constante. Alors, vous voyez, on va essayer de montrer cette formule. Alors, donc on est sur un fonctionnement moteur en convention récepteur. Donc, dans ce cas-là, U, en convention récepteur et fonctionnement moteur, U est égal à E plus RI. On sait aussi que E vaut K phi oméga. Si le phi reste constant, on va supposer que pendant toute l'expérience, le flux est constant. On peut écrire que E vaut petit k fois oméga. Pour le couple électromagnétique, on a une relation qui fait intervenir le même grand K. Donc K phi I, si phi reste constant, petit k multiplié par I. Alors, le couple utile, ensuite, TU est égal à TEM moins TP. Hein, le couple de pertes, ce sont les pertes constantes divisées par la vitesse de rotation. On vient de le voir, TU égale TEM moins TP. Donc, TEM pour KI, petit KI, moins TP, et I, d'après cette relation-là, la relation 1 vous donne I égale U moins E divisé par R. Là, en intégrant la relation pour E égale K oméga, hein, vous voyez, donc j'ai également E qui est égal à K oméga. Je peux écrire que I finalement vaut U moins petit k oméga, hein, puisque grand E vaut petit k oméga, divisé par R. Donc je vais réintégrer cette valeur de I dans la relation du couple utile. Donc j'ai TU qui est égal à K multiplié par U moins K oméga divisé par R et moins TP. Le couple utile vaut donc d'un côté KU sur R moins TP. Donc ça, vous voyez que c'est indépendant de la vitesse de rotation. Et de l'autre, moins K oméga sur R. Là, multiplié par oméga. Et oméga, je peux, on cherche à faire généralement, c'est avoir une caractéristique qui est fonction de la vitesse de rotation qui est la plus lisible possible. C'est plutôt la vitesse de rotation en tours par minute. Donc on met plutôt le oméga, au lieu de laisser une vitesse de rotation en radians par seconde, on va plutôt mettre une vitesse de rotation en tours par minute. Donc oméga, c'est 2pi fois petit n. Donc oméga
alors j'ai un K carré ici plutôt, puisque j'ai le K ici, K au carré. Et donc, le oméga, on va plutôt le remplacer par donc 2pi grand N divisé par 60. Grand N, ce sont des tours par minute, hein, divisé par 60 pour le remettre en tours par seconde. Voilà un petit peu la relation qu'on trouve. Vous voyez, donc on a un TU qui vaut K fois U sur R, moins TP d'un côté, et ensuite un coefficient directeur pour la droite, hein, puisque c'est de la forme AX plus B, Y égale à X plus B, donc K carré de pi divisé par R fois 60 et multiplié par la vitesse de rotation en tours par minute. Ouais, donc là, vous voyez bien que vous avez quelque chose ici de la forme B, moins petit a multiplié par n. Donc vous avez bien l'équation nulle droite avec une pente qui est négative. Vous voyez que si TU est égal à 0, je trouve petit n égale B divisé par A, et ce petit n, c'est la vitesse de rotation en vide, le petit n0. Donc ça, c'est utile, hein, c'est la vitesse de rotation lorsqu'il n'y a pas de couple résistant sur l'axe de la machine. Alors, autre chose, vous voyez que ce qu'on essaie de faire dans le cas K carré fois 2pi, c'est le coefficient directeur, divisé par R fois 60, donc il est négatif. Hein. Bon, le petit a positif au K carré fois 2pi sur R. Le petit K, c'est grand K multiplié par phi au carré fois 2pi et fois et divisé par R fois 60. Alors, généralement, le R est petit. On fait en sorte que le phi soit le plus grand possible, c'est-à-dire que phi, on l'amène en limite de saturation. Je vous rappelle que le matériau est ferromagnétique. On essaie de prendre le phi le plus grand possible. Phi, généralement, c'est une fonction de E. Phi égale F de IE. On augmente le courant d'inducteur de manière à avoir un phi qui est assez grand. On essaie de travailler. Vous voyez, si on peut avoir un champ dans la machine de 1,5 Tesla, ça va être mieux que si on a un champ qui fait 0,5 Tesla de module. Donc on essaie de pousser, d'être limite saturation, voire on arrive à la saturation. Il y a certains matériaux qui permettent d'avoir des champs magnétiques qui montent jusqu'à 2,2 Tesla. Donc c'est plus intéressant, ça va nous faire un flux qui est plus grand. Et ensuite le K vaut 2pi, on avait dit plutôt P, excusez-moi. Donc le K vaut P sur A fois NB et divisé par 2pi. Le NB est très grand, donc le K est grand aussi. On a plutôt quelque chose qui est grand. Voilà, donc le flux, généralement, c'est une centaine de millivéber, enfin quelques dizaines à quelques centaines de millivéber si le B est suffisamment grand. Donc on fait en sorte que le petit K soit grand également. Et comme le R est petit, ben, ça vous donne voilà, ça vous donne généralement un coefficient directeur en valeur absolue qui est grand. Et donc, vous voyez, si je trace la caractéristique, j'ai une caractéristique qui est pratiquement verticale. Vous voyez, j'ai ça. Là, je trouve la vitesse de rotation en vide, le N0, puisque là, à ce niveau-là, j'ai TU qui est égal à 0. Donc, je trouve la vitesse de rotation en vide égale à B divisé par A.
Et ensuite, vous voyez que si je reste dans une plage de fonctionnement raisonnable pour la machine, je vais avoir une caractéristique qui est relativement verticale, c'est-à-dire avec peu de variations pour une tension donnée lorsque le couple extérieur va varier, puisque le couple utile va s'adapter au couple extérieur. Donc, on a une caractéristique qui est à peu près verticale pour une tension donnée. Alors, généralement, c'est ici, votre caractéristique, elle est tracée pour la tension U égale à la tension nominale. On peut tracer d'autres caractéristiques. Vous voyez, on pourrait avoir un réseau de caractéristiques. Là, si je mets des tensions plus faibles, vous voyez, ma caractéristique, elle va rester parallèle, même coefficient directeur. Par contre, la vitesse de rotation à vide va diminuer. Vous voyez le réseau de caractéristiques si la tension diminue. Donc là, avec une tension ici, une tension U1 qui est inférieure à UN, et ici, avec une tension U2 qui est inférieure à U1. Vous voyez, si je diminue, hein, on le voit ici, hein, si je diminue la tension U, je vois que le coefficient petit b diminue, donc le B sur A, la vitesse de rotation à vide, va diminuer. Voilà, donc là, je vais avoir une vitesse de rotation ici, N02, et là, une vitesse de rotation un petit peu plus faible, un petit peu plus élevée, N01. Ouais, on le voit ici. Donc votre vitesse de rotation, elle dépend de K à vide, elle dépend de KU sur R moins TP. Donc vous voyez, plus le KU va être élevé, plus U va être élevé, plus la vitesse de rotation à vide va être élevée. D'accord? Donc là, j'ai tout un réseau de caractéristiques que je peux tracer à des valeurs de U données. Généralement, on essaie quand même de travailler à la tension nominale, puisque c'est là où c'est pour les grandeurs nominales qu'a été dimensionné votre MCC. Bon, l'exercice petit 6, là, je l'ai fait, hein, justifier l'affirmation précédente sur KR, le R est faible, car on essaie d'avoir K le plus élevé possible. Quelles conséquences sur la caractéristique de la MCC? Une caractéristique qui est quasiment verticale et qui dépend simplement de la tension d'alimentation. Donc, en jouant sur la tension d'alimentation, sur U, on peut faire varier comme ça la vitesse de rotation. Voilà. Ensuite, on a différents couples extérieurs. On a vu que lorsqu'on est en régime de fonctionnement permanent, j'ai le couple utile de la machine qui s'adapte au couple extérieur. Donc en régime permanent, on va avoir le couple utile qui va être égal au couple extérieur en régime permanent. Voilà, puisque le J d oméga sur dt est égal à 0 en régime permanent, si vous voulez le TMC. Et donc TU égale Tx. Alors, plusieurs types de couples extérieurs. Donc, soit un couple constant, extérieur constant, donc des dispositifs de levage de type nacelle ou ascenseur, etc., des pompes. Donc là, le couple est constant. Des couples linéaires, comme des mélangeurs, pompes volumétriques. Donc un mélangeur, vous pouvez penser au mélangeur du pétrin du boulanger, vous voyez, qui lui mélange sa pâte à pain, ou un mélangeur qui va mélanger des huiles ou des peintures plus ou moins visqueuses. Hein, voilà, on veut augmenter la vitesse de rotation. Généralement, plus le couple demandé va être grand. Donc ce sont des couples linéaires, c'est-à-dire que le couple extérieur va dépendre de la fréquence à laquelle on va vouloir tourner. Des couples quadratiques de type ventilateur. Donc là, le T extérieur va dépendre plutôt de la vitesse de rotation au carré, hein, pour un ventilateur. Donc vous voyez, plus on va vouloir de vitesse pour le ventilateur, plus les frottements visqueux vont augmenter, plus le couple extérieur demandé va augmenter, mais de façon quadratique, hein, donc assez rapidement. Et ensuite, vous avez des couples
où c'est la puissance qui est constante, et donc un couple en forme proportionnel à 1 sur n, si vous voulez. Donc c'est le cas d'essoreuses, de compresseurs, enrouleuses, etc. Voilà, des différents types de couples. Alors, regardez, si en régime permanent, j'ai TU qui est égal à T extérieur. Donc, en traçant la caractéristique du couple extérieur sur la caractéristique de la MCC, on peut trouver le point de fonctionnement. Regardez, si j'ai ici, vous voyez, j'ai un couple extérieur de type, alors on va prendre le couple linéaire. Le couple linéaire, c'était le type mélangeur. Hein, vous voyez, donc j'ai cette caractéristique-là, par exemple. Ah. Là, avec, on va le faire avec une autre couleur. Voilà, donc là, j'ai mon couple extérieur, qui est linéaire. Hein, ouais, vous voyez que si je suis pour la... Donc ça, c'est le T extérieur. Ici, donc là, j'ai un T extérieur qui est du type... un certain coefficient, alors comment je l'appelle ouais. Là, c'est pas très judicieux, mais je vais l'appeler alpha multiplié par n. Vous voyez, le point de fonctionnement, si je suis à tension nominale, le point de fonctionnement, je vais l'avoir ici. Si vous avez le point de fonctionnement en régime permanent. Un point de fonctionnement. Voilà, il est ici, le point P. Voilà, avec un couple TU. Et alors un TU particulier. Hein, voilà, TU. Et puis une vitesse de rotation ici particulière, une vitesse grand N ici. Vous voyez, après, bien sûr, si on se déplace, hein, vous voyez, si on va sur une autre, voilà, si c'est alimenté autrement, avec une tension plus faible, U2, voilà, votre point de fonctionnement, bien sûr, il va varier. Voilà, on va avoir une vitesse de rotation plus faible et puis un couple demandé qui sera plus faible également. Voilà, l'intersection, vous voyez, d'une caractéristique de couple extérieur avec la caractéristique mécanique de la machine. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui sonne aussi. Alors, voilà, je reviens vers vous. Alors, ouais, vous avez donc ce type de fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est stable pour la machine, puisque vous avez, vous voyez, si vous faites le TMC, vous avez malgré tout J d sur dt qui vaut TU moins T extérieur. Donc, vous voyez, si le point de fonctionnement, le T extérieur, n'est pas atteint, voilà, on va avoir un TU qui va être légèrement supérieur. Vous voyez, dès que le TU est légèrement supérieur à T extérieur, c'est-à-dire que, vous voyez, malgré le couple extérieur, la machine va s'adapter au couple extérieur. C'est-à-dire que si le T extérieur est grand, par exemple, hein, le TU va toujours le dépasser un petit peu plus, c'est-à-dire que vous avez pendant la phase d'accélération, vous allez avoir TU qui va être supérieur à T extérieur pour essayer d'arriver au point de fonctionnement, et du coup, vous allez avoir le J d sur dt qui va être positif, et donc vous allez avoir la vitesse qui va augmenter jusqu'à arriver au point de fonctionnement. Et lorsque vous avez TU qui est égal à T extérieur, ben, vous retrouvez avec une accélération, un J d sur dt qui va être égal à 0. Et dans ce cas-là, TU égale T extérieur.
Alors ensuite, si le T extérieur reste bien constant, le TU, même s'il y a des écarts au cours du fonctionnement, on va toujours revenir vers le point de fonctionnement. Vous voyez, si le TU dépasse un petit peu le T extérieur, on va avoir une accélération. Et ensuite, vous voyez, cette accélération, vous voyez, la vitesse va dépasser la vitesse nécessaire pour le couple extérieur. On va toujours revenir vers le point d'équilibre qui est le point de fonctionnement. Monsieur? Oui, je vous écoute. Du coup, la machine en continu, elle s'autorégule. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire elle est stable. Si vous avez un couple extérieur qui est fixe, vous voyez, même si vous avez des légères variations au cours du fonctionnement, elle va toujours revenir vers le point de fonctionnement. Voilà, il va pas y avoir elle va pas diverger, c'est-à-dire qu'elle va revenir vers son état d'équilibre initial, vers son point de fonctionnement. Il y a une parfaite stabilité du fonctionnement de la machine. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour une machine à courant continu, c'est que la vitesse de rotation et le couple sont à peu près de grandeurs qu'on peut maîtriser de façon séparée. Elles sont quasiment découplées. Oui, on a vu que la caractéristique, on le voit ici, la caractéristique de la MCC est quasiment verticale. Donc, si je veux faire varier la vitesse, je vais plutôt toucher à la tension d'alimentation. Vous voyez, je veux une vitesse moins élevée que la vitesse nominale, là, je mets une tension U1 ou U2. Et ensuite, je peux avoir à peu près le couple que je veux sans que ça fasse trop bouger la vitesse de rotation. Et pour ça, c'est la machine qui va s'adapter, puisque le couple TU, vous avez vu que TU vaut TEM moins TP. Si le couple électromagnétique est un petit peu grand, on va pouvoir négliger le TP, donc on va pouvoir dire que TU vaut à peu près TEM, et TEM vaut K multiplié par I. Donc quand le couple extérieur demandé va être un petit peu élevé, le courant va augmenter, le courant appelé dans l'induit va augmenter, de manière à ce que le TU devienne égal à T extérieur. Donc vous voyez que finalement, c'est ça qui est extrêmement pratique avec une machine à courant continu. On a quasiment la vitesse de la machine et le couple qui sont décorrélés. Si vous voulez, vous avez U, on a vu que U valait E plus RI. On peut dire que U vaut à peu près E, du coup, si le R est petit. Et le E est égal à K multiplié par oméga. Pour le couple, j'ai TU qui vaut TEM moins TP. Si le TP est petit devant TEM, on peut écrire en première approximation que TU vaut TEM et vaut K fois I. Donc vous voyez, si je peux jouer sur U, en faisant varier U entre 0 et sa valeur nominale, je vais faire varier grosso modo la vitesse de rotation de la machine de 0 à sa valeur nominale. Et pareil au niveau du couple, vous voyez, en fonction de la charge extérieure, le courant absorbé va être plus ou moins grand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme U et I sont découplés, vous voyez que la machine elle est capable d'entraîner une charge mécanique qui est très grande, et ça dès le démarrage, puisqu'elle va adapter son courant. Vous voyez, on lui met une charge extérieure très grande sans qu'il y ait deux vitesses de rotation, puisque les deux paramètres sont à peu près indépendants, les deux grandeurs électriques sont à peu près indépendantes. La machine, même si la vitesse de rotation est faible, elle va absorber un courant qui est élevé de manière à compenser le couple extérieur, même au démarrage. Donc, on peut démarrer avec des forts couples, même à basse vitesse. C'est le cas, vous verrez, pratiquement même de tous les autres moteurs électriques, contrairement à des moteurs thermiques. Un moteur thermique,
voyez, il faut une certaine vitesse de rotation pour avoir du couple. Donc c'est pour ça que ça nécessite l'utilisation d'une boîte à vitesse, si vous voulez, pour pouvoir avancer avec un véhicule thermique, ce qui n'est pas le cas du véhicule électrique. Le véhicule électrique, il n'y a pas besoin de boîte de vitesse, puisqu'il suffit, voilà, le moteur va absorber le courant nécessaire pour le couple extérieur demandé, même si la vitesse de rotation est très faible. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que si je veux changer le sens de rotation de la machine, il suffit que je change la polarité de la tension. Vous voyez, avec une tension qui est positive, j'ai une vitesse de rotation qui est positive. Avec une tension négative, j'aurai une vitesse de rotation en sens inverse. Donc, vous voyez, si je peux jouer avec mon variateur, si je peux jouer sur le signe de la tension, je vais pouvoir aussi jouer sur la vitesse de rotation de la machine. Voilà, donc a priori, un convertisseur statique qui permettrait d'avoir des tensions positives et négatives peut faire tourner la machine dans un sens et dans l'autre. Voilà, alors, donc, par rapport donc, à la variation de vitesse, alors, on est toujours en convention récepteur. On va faire un petit schéma, on appelle ça donc une représentation par cadran du fonctionnement et de la réversibilité de la MCC. Donc, par convention, le premier cadran de la MCC correspond à un fonctionnement moteur, donc à une tension positive, une vitesse de rotation positive, un couple positif, et donc un courant positif. Un couple positif, ça veut dire que le couple extérieur, le couple utile, ça va être un couple moteur. Voilà, donc ce qui va permettre en fait de faire varier la vitesse et puis le fonctionnement de la machine à courant continu, ça va être c'est la commande de la MCC par de l'électronique de puissance. Donc c'est des montages qu'on verra plus tard, donc dans le deuxième chapitre, et notamment la commande de la MCC se fait grâce à un montage qu'on appelle un hacheur, qui peut permettre de faire varier la tension d'une valeur négative à une valeur positive en passant par 0, et qui est réversible en courant, c'est-à-dire que le courant peut passer dans les deux sens. Donc vous voyez que pour une convention d'orientation des grandeurs électriques donnée sur une machine, vous pouvez avoir la tension qui prend à la fois des valeurs négatives et positives, et comme le système de commande de la machine va être réversible en courant, le courant peut passer dans les deux sens. Il peut être positif ou négatif. Alors a priori, un courant positif, c'est un fonctionnement, si vous voulez, c'est un couple utile qui va être dans le sens de rotation de la machine, un courant négatif, un couple utile qui sera en sens inverse du sens de rotation de la machine. Donc un couple moteur ou un couple résistant, donc un fonctionnement génératrice ou un fonctionnement moteur. Et ensuite, vous voyez, on peut avoir un fonctionnement avec une rotation dans un sens pour une certaine valeur de la tension, si on prend la valeur opposée, un fonctionnement de la machine en sens inverse. Donc vous voyez, on va avoir un fonctionnement qui peut être dans les deux sens et un couple qui peut être résistant au moteur. Donc ça fait 4 combinaisons possibles et donc un fonctionnement dans les 4 cadrans de la machine. C'est-à-dire que la machine, elle peut fonctionner en moteur avec une rotation dans un sens ou dans l'autre. Elle peut également fonctionner en génératrice en la faisant tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc si on a la commande adéquate, on va pouvoir, ça c'est l'électronique de puissance qu'on va brancher en commande de la MCC. On peut faire tourner donc, la machine dans les deux sens et dans chacun des sens la faire fonctionner en moteur ou en génératrice. Alors, donc le premier cadran qui correspond à un fonctionnement moteur, donc à la flèche c'est le sens de rotation. Donc dans ce cas-là, vous avez un couple utile qui va être dans le même sens que le sens de rotation, puisque c'est un fonctionnement moteur.
Si on passe dans l'autre cadran, donc le couple utile cette fois-ci devient négatif, c'est-à-dire que le couple va s'opposer au sens de rotation. Donc on a un couple résistant et le même sens de rotation. Donc on passe en fonctionnement génératrice dans le deuxième cadran. Donc c'est par exemple, vous voyez une machine qui va... vous pouvez l'imaginer comme ça, vous avez une machine, un véhicule à moteur à courant continu, par exemple. Cette machine-là, elle aborde une descente. Et dans la descente, le moteur tourne toujours dans le même sens, mais il va fonctionner en génératrice. C'est-à-dire que, si vous voulez, la gravité va permettre d'amener de l'énergie mécanique à la machine tout en la laissant tourner dans le même sens. Et donc, le couple de la machine, ça va devenir un couple, vous voyez, le couple propre à la machine va devenir un couple résistant. Donc, vous allez avoir un couple qui va être en sens inverse du sens de rotation. Hein, c'est la gravité qui va imposer le sens de rotation dans le cas d'une descente. Donc la machine va générer un couple résistant. La vitesse de rotation sera toujours la même, donc le sens du courant va changer. Et donc ensuite, avec vous voyez, ce fonctionnement génératrice, dans la partie où le véhicule descend une pente, ça peut être utilisé pour recharger la batterie. Ça peut être aussi la phase de freinage. Durant la phase de freinage, vous voyez, vous allez avoir donc, le moteur qui tourne toujours dans le même sens, mais qui peut fonctionner en génératrice. Donc si la commande est réversible, on peut récupérer un courant en sens inverse et s'en servir pour recharger une batterie. Donc, pour un véhicule autonome, hein, vous voyez, les phases de descente, donc dans une pente en descente ou les phases de freinage peuvent permettre à la MCC de recharger, une fonction génératrice, et d'aller recharger une batterie. Voilà. Ensuite, pour l'autre sens de rotation, donc avec une tension en sens inverse, on peut retrouver ici un fonctionnement moteur avec une vitesse de rotation qui est dans le même sens que le couple utile du moteur, et ensuite un fonctionnement génératrice si on change le sens du courant, si le sens du courant change, et le couple va s'opposer au sens de rotation. Un couple résistant maintenant qui est fourni par la machine qui va s'opposer au sens de rotation. Donc ça, on appelle ça le fonctionnement dans les 4 cadrans. Il est possible, il faut la bonne électrolyse de puissance en commande, mais le fonctionnement dans les 4 cadrans est possible. Donc, on verra. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut interpréter ça avec les puissances PU, par exemple, vu que PU dépend de TU et N? Oui, alors le PU, dans ce cas-là, le PU, la puissance utile, ici, vous voyez, on est en convention récepteur. Donc le PU, c'est un TU oméga, le TU est positif. Et là, de ce côté-là, vous voyez, j'ai le courant I qui va changer de sens ici. Donc j'ai le I, ici j'avais un U positif, un I positif dans le premier cadran. Si je passe dans l'autre cadran, la vitesse de rotation, elle est toujours positive, donc le U est positif. Et par contre, le couple devient résistant, T devient négatif, il est résistant. Et donc le I devient négatif. Et donc j'ai un PU qui est électrique, si vous voulez, ici, qui vaut U fois I et qui est négatif. Donc on reste en convention récepteur. Par contre, on a un U fois I qui est négatif, c'est-à-dire que la MCC fournit de la puissance à l'extérieur, puisque le U fois I est négatif, mais en convention récepteur. D'accord? Donc on peut commander UI aussi. Oui, bien sûr. On a choisi négatif, ça aurait pu être U, non? Oui, alors, bien sûr, mais dans le premier cadran, j'ai U qui est positif, puisque la vitesse de rotation ici, dans les cadrans 1 et 2, la vitesse de rotation est positive. Et donc, comme la vitesse de rotation est positive, la tension est positive. Par contre, si je passe dans les cadrans 3 et 4, la vitesse de rotation est négative. U est négatif. Ici, le T est positif. Donc, parce que I est positif. I est positif. Et donc là, vous voyez que vous avez à nouveau le PU égale à U fois I qui est négatif. On a un fonctionnement génératrice. Et de ce côté-là,
voyez, on se retrouve avec un TU en sens inverse par rapport à celui qu'on avait tout à l'heure, donc un TU qui est négatif par rapport au premier cadran, donc un I qui va être négatif, une vitesse de rotation qui est négative aussi. D'accord? Et donc un U qui va être négatif. Donc vous voyez que la puissance absorbée ici, le P absorbé égale UI est positif, hein, et le PU est positif aussi, fonctionnement moteur. D'accord? Ça va? C'est OK? Ouais, c'est bon. Merci. Voilà, on reste dans la représentation dans les 4 cadrans, on reste en convention récepteur au niveau de l'induit. Voilà. Donc là, vous allez voir, finalement, c'est la commande de la machine qui va permettre de fonctionner dans un des 4 cadrans. Avec la tension U, on pourra inverser le sens de la rotation en jouant sur le signe de la tension U. Et ensuite, la machine va s'adapter à un fonctionnement génératrice ou un fonctionnement moteur. Fonctionnement moteur pour la traction et fonctionnement génératrice plutôt dans les phases de freinage, voilà, ou éventuellement de décélération. Voilà, donc là, on a à peu près tout vu. Juste ici, bon, là, vous avez le corrigé, je les ai quasiment tous faits, donc c'est à vous de regarder. Voilà, juste une petite annexe. Bon, il y a d'autres associations possibles pour les circuits induits et d'excitation. Donc, pour l'instant, nous, on a travaillé avec un circuit d'excitation et d'induit qui sont séparés. Hein, donc on dit que l'excitation est séparée dans ce qu'on a envisagé jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'inducteur qui porte les enroulements, l'inducteur qui est porté par le stator est alimenté séparément avec la tension UE et IE. Il est alimenté séparément par rapport à l'induit. Hein, donc on a vraiment 2 circuits qui sont séparés, induit et inducteur. On parle de machines à excitation séparée. Alors quelquefois on trouve des machines aussi à excitation série. On n'en parlera pas trop parce que c'est pas tellement l'objet ici. Voilà, on fait 3 séances à peu près sur la machine à courant continu, un peu plus peut-être. Voilà, on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous avez des moteurs à excitation en série, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, l'inducteur, on a ça, on a l'inducteur et l'induit qui sont alimentés en série. Voilà, donc on les branche en série, et comme ça, ici, et on met la même tension. Et donc le courant I, ça va être aussi le courant IE. D'accord, le courant dans l'induit est aussi le courant de l'inducteur. Hein. Donc ça, ici, j'ai l'inducteur et l'induit qui sont alimentés par la même tension. Donc du coup, on a courant d'induit égal à IE. Et comme on a phi qui est égal à K' IE, on se retrouve, vous voyez, avec un TEM qui vaut K phi grand I, qui va être égal à, et égal donc à K' grand I, puisque IE vaut I. Et on se retrouve avec un TEM qui vaut K multiplié par K' et multiplié par I carré. Hein. Donc j'ai ici une constante multipliée par I carré. Donc vous voyez, le flux n'est plus constant, il varie avec le courant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au très basse vitesse, il va y avoir un appel de courant qui est important pour avoir, si on a besoin d'un couple important, et le couple va être vraiment très grand. Vous voyez, parce que le flux va également augmenter avec le courant. Donc on va avoir voilà, on a un couple qui est quadratique. Et donc l'intérêt de ce type de machine, ça va être de fournir un très fort couple, même à très basse vitesse par rapport à un fonctionnement normal.
Vous voyez, donc voilà. Et donc c'est un montage qui a été très utilisé en traction, et notamment les premières motrices avec des moteurs à courant continu, elles fonctionnaient avec des moteurs à excitation série de manière à donner beaucoup de couples dès le départ. Hein. Donc c'était très utilisé sur des motrices de train. Voilà, après, vous avez des moteurs également à excitation parallèle, donc le circuit induit et l'excitation sont en parallèle sur la sous-alimentation. Donc, voilà, donc actuellement, c'est plus trop. On pourrait montrer que ça protège contre l'emballement, donc c'est plus des montages qu'on utilise trop. Et puis après, vous pouvez trouver aussi des montages à excitation composée. Donc, vous avez une partie de l'excitation qui est en série avec l'induit et l'autre qui est alimentée en parallèle avec l'induit. Bon. Voilà les différentes dispositions qu'on peut trouver. Nous, on va rester plutôt sur des machines à excitation séparée, c'est-à-dire que induit et inducteur vont être alimentés de façon séparée. Voilà. Donc sur ce, si vous n'avez pas de questions, je passe au TD. Donc le TD, on va chercher l'exercice 2. Monsieur, j'avais juste une question pour l'exercice 1. Alors c'est peut-être vous qui m'aviez envoyé un email hier, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, je voulais vous répondre, je suis rentré tard hier, je comptais le faire cet après-midi, donc c'est bien que vous la posiez. Ouais, vous me disiez que vous n'aviez pas réussi à retrouver... Au niveau de la question 4, pour la vitesse de rotation. On revient sur le TD, donc ça va être par là. Attendez, alors, TD. Voilà. Voilà, alors, on peut se servir, en fait, pour l'exercice 1, pour répondre à la question 4, on se sert du fait que l'induit, que le fonctionnement, ce soit un fonctionnement en moteur ou un fonctionnement en génératrice, le flux est constant. N'oubliez pas que dans ces montages-là, vous avez l'inducteur et l'induit qui sont alimentés séparément. Alors, je vais vous faire directement la représentation de l'induit. Hein. Donc, on a ça. Là, E ici, la résistance R, la tension U et le courant I. Donc là, j'ai l'inducteur sur le stator et puis l'induit qui est porté par le rotor. Ils sont alimentés séparément. On parle de MCC par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, à excitation séparée. Donc l'induit et l'inducteur sont indépendants. Il se peut même que l'inducteur, ce soit des aimants permanents. Hein. On ne vous précise pas grand-chose ici. Un moteur bipolaire a 2 voies d'enroulement. Donc a priori, ici, vous avez 2 pôles et donc le petit p dans la formule qui est égal à 1. Alors, je me suis servi ici, j'ai calculé, vous aviez la tension, j'ai commencé à calculer E à la question 1 en faisant E égale U moins RI en fonctionnement moteur. On avait dû trouver, alors je ne sais plus, 230, on avait trouvé 210, c'est ça? E égale 210 pour la première question. Vous pouvez me confirmer? Oui, c'est ça. Ouais. Avec une vitesse de rotation, vous voyez, une vitesse de rotation N de 1320 tours par minute. À partir de la question 4, on vous dit la machine fonctionne à présent génératrice. Alors vous pouvez vous dire par exemple, voilà, c'est le moteur d'un véhicule. Voilà, on est dans une phase de descente, donc ou de freinage.
on fait fonctionner la MCC en général, le courant inverse, puisque le couple devient résistant. Elle tourne toujours dans le même sens, donc la tension, elle a toujours voilà, on est toujours avec une tension qui a la même polarité, donc elle tourne toujours dans le même sens. Par contre, le courant est inversé. On vous demande une nouvelle fréquence de rotation, mais vous voyez, à partir à la question 4, on a toujours le même IE, c'est-à-dire que voilà, je conserve, IE reste constant, donc le flux est constant. Vous voyez, donc le flux que je vais avoir ici, pour le fonctionnement moteur, c'est le même flux que j'ai pour le fonctionnement génératrice. Alors, je suis en fonctionnement génératrice, donc je calcule la nouvelle force électromotrice, le courant s'est inversé. Vous pouvez passer en convention générateur du coup. Vous pouvez écrire que E vaut... alors, c'était quoi? Non, oui. E U plus RI, voilà. Parce que le courant s'est inversé. Effectivement, ça vous fait 230 plus 0. Voilà. 230 plus 20, 250 volts. Voilà. Donc ici, vous avez toujours la même valeur de phi. Hein. On peut l'appeler phi 0 ici. Et on conserve le même phi 0 ici. Et on sait que E vaut K phi 0 multiplié par n. Alors je vais l'appeler, alors ça je vais l'appeler peut-être, je vais l'appeler E0, N0, E1, K phi 0, oméga 0, ici pour le moteur, et du coup pour la génératrice, E1 égale K phi 0, ça bouge pas, et multiplié par oméga 1. Voilà, pour avoir la nouvelle vitesse de rotation, ce que j'ai fait le rapport, hein, je fais une règle de 3, comme le phi ne bouge pas, et que la force électromotrice est directement proportionnelle à la vitesse de rotation. J'ai donc écrit que oméga 1 sur oméga 0 valait E1 sur E0. Voilà, comme c'est vrai en radians par seconde, c'est aussi vrai en tours par minute, donc je peux écrire que N1 égale E1 sur E0 multiplié par N0. Voilà, c'est comme ça que j'ai calculé. Donc 250 sur 210 et multiplié par 1320. On avait trouvé dans les 1500, c'est ça? 1500 et des poussières, il me semble. Ça fait combien? 1570. 1570. Voilà comment j'ai fait. Alors vous, ce que vous me disiez, c'est qu'avec la formule, vous n'avez pas réussi à retrouver la même chose, c'est ça? Si, mais en fait, j'ai pris la mauvaise valeur de phi. Ah, J'ai eu un d'accord. arrondi trop près. Donc ça Voilà, ce qu'il faudrait, c'est, si vous voulez le faire avec la formule, c'est déduire avec ça, vous déduisez phi. Voilà, ou le K phi, si vous voulez, le K phi 0, et puis vous le reportez dans l'autre. Voilà, vous le reportez. Enfin, vous pouvez même déduire le phi 0 tout court, puisque le K, c'est P sur petit a, vous avez même le nombre de conducteurs. Voilà, vous pouvez avoir la valeur du phi 0. Hein. Ouais, puisqu'on vous donne P, on vous dit P égale 1, A égale 1, et le nombre de brins, c'est 620, d'accord? Donc voilà, vous pouvez déduire phi 0. Vous avez phi 0, si vous calculez, ça doit faire je suppose, quelques milli Weber. Voilà, une fois que vous avez le phi 0 que vous avez déduit ici, vous pouvez le réinjecter dans la formule avec le fonctionnement génératrice et puis trouver la nouvelle valeur de la fréquence de rotation. Vous pouvez le faire comme ça, mais généralement on fait avec une règle de 3, c'est beaucoup plus simple. Voilà, sur ce, essayez de passer à l'exercice 2. Donc je vais vous laisser chercher un petit peu. Voilà. Alors, donc l'exercice 2, on vous donne la plaque signalétique d'un moteur à courant continu, à excitation indépendante. Donc ça, c'est ce qui vous sont donnés, c'est les valeurs nominales, le PU nominal, 5 kg, la fréquence de rotation nominale et la valeur d'alimentation de l'induit de 120 volts. La caractéristique relevée à vide en fonctionnement génératrice, donc avec une excitation indépendante.
en fonction de la fréquence de rotation. Donc, c'est-à-dire que on entraîne l'axe de l'induit à des vitesses différentes et on mesure avec un voltmètre directement la tension au bord de l'induit, sans faire d'éviter l'induit. Donc, forcément, il y a une tension. Vous voyez, et si je change IE, je change phi. Hein, vous avez, il faut bien avoir en tête que phi est égal à un K, voilà, multiplié par IE, puisque B est proportionnel à IE. Alors, la proportionnalité, elle se fait tant que la saturation du matériau n'est pas atteinte. Dès que le matériau sature, on n'a plus la règle de proportionnalité. D'accord ? Dans le tableau, vous avez K qui change, mais voilà, vous avez aussi donc du coup la force électromotrice à vide, lorsque I vaut 0, qui change également. Voilà. Par contre, la vitesse de rotation, ça reste la vitesse de rotation nominale. C'est-à-dire que ce tableau, il est construit. Je vais enlever tout ça, du coup. Voilà, alors ce tableau est construit. Donc phi égale K fois IE. Si le matériau n'est pas saturé, on va supposer qu'il n'y a pas de saturation. Enfin, c'est un lien de proportionnalité, vous n'avez pas de saturation. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut toujours dire, c'est que phi, c'est une fonction de IE, que le matériau soit saturé ou non. Et par contre, tout ça, c'est construit à vitesse nominale. C'est-à-dire qu'on tourne le rotor de la machine à 1500 tours par minute, et avec un voltmètre, on relève la tension sur l'induit. D'accord ? Donc ça, c'est un fonctionnement génératrice. Ensuite, on fait un essai à vide. Essai à vide en moteur à excitation séparée. Donc là, on est en fonctionnement moteur, toujours à excitation séparée. Donc l'essai à vide consiste à alimenter, c'est-à-dire que là, on alimente l'induit avec une tension U0, le courant absorbé vaut I0. Le courant d'excitation vaut 1,5 A, qu'on retrouve, vous voyez dans le tableau ici, le 1,5 A. Donc il y a une certaine puissance qui est absorbée. Le couple utile, comme c'est un essai moteur à vide, le couple utile vaut TU. Et cette manip-là, elle va nous permettre de connaître les pertes constantes PC. Hein, c'est ça qu'on va pouvoir déterminer ici, grâce à l'essai à vide. Donc, première question, calculer la fréquence de rotation du moteur, puis les pertes à vide. Donc, voilà, première question, calculer PC et... non, première question, d'abord, la vitesse de rotation du moteur. Voilà, la vitesse petit n. Alors, on va l'appeler n'. Voilà, qui va être différente des 1500 tours de la vitesse nominale probablement. Et ensuite, on vous demande de calculer PC. Voilà. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu, voir si vous avez compris ce qu'on a fait, puisque ça, c'est un petit peu l'objet du cours d'aujourd'hui. Le calcul des pertes constantes. Vous voyez, pour la fréquence de rotation, on peut se servir de ce qu'on a dans le tableau. On a une certaine force électromotrice, bien que ce soit en fonctionnement génératrice et pas en fonctionnement moteur, avec un certain courant d'excitation IE qu'on retrouve pour le laisser à vide, cette fois-ci en moteur, mais qu'on soit en fonctionnement moteur ou en fonctionnement génératrice, le E vaut toujours K phi oméga. Donc si le phi ne change pas, a priori, on peut faire une règle de 3. Donc avec ça, on peut déterminer la fréquence de rotation, puis on peut calculer, déduire les pertes constantes de l'essai à vide. Voilà, je vous laisse, alors est-ce que j'ai un peu de temps? Ouais, pas beaucoup. Allez, je vous laisse chercher une dizaine de minutes, essayez vraiment de chercher pour pouvoir me poser des questions ensuite. Les 5 dernières minutes, je vous expliquerai un petit peu ça, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus. Donc voilà, je vous laisse chercher 10 minutes, faites-le sérieusement de manière à pouvoir me poser des questions, voir si vous avez compris.
Donc la vitesse de rotation au moins du moteur lors de l'essai à vide, et puis les pertes constantes. Voilà. Et puis après, vous terminerez ça chez vous, vous aurez de quoi faire, puisque on aura terminé le cours pour la prochaine fois, donc on essaiera de faire les exos, parce que j'aurai terminé donc, le cours complètement sur la machine à courant continu. Donc on a passé en revue. Allez, je vous laisse chercher 10 minutes, donc jusqu'à 40, allez, on va dire jusqu'à 38-40, et puis on corrige ensuite, au moins, on essaie de corriger la première question, pour la deuxième, on verra en fonction du temps. Allez, jusqu'à 38, je vous laisse. Voilà, vous posez des questions, hein, si vous avez, je suis à côté de vous.
Monsieur, Oui, je vous écoute. la fonction du flux, enfin, c'est pas le flux, mais si c'est le flux inductif, il est égal à KIE de la sortie loop. Alors, oui, le flux, le flux, grosso modo, c'est du B, c'est le champ B multiplié par la surface des spires, multiplié par le nombre de spires. Tout ça, vous avez vu ça un petit peu l'année dernière dans votre cours de magnétisme. Et vous avez vu que le champ B dépend directement du courant qui est absorbé par le bobinage. Et ensuite, ça dépend du courant et ça dépend également du matériau. Vous avez vu une formule, vous avez vu B égale mu0 mu R, perméabilité relative, multiplié par petit n, le nombre de spires par unité de longueur, et multiplié par I. D'accord ? Du coup, vous avez le flux qui est directement proportionnel à ce courant I, hein, puisque B est proportionnel au courant, le flux est également proportionnel au courant. Sauf quand on va dans les limites un petit peu du matériau, c'est-à-dire lorsque on va dans la partie où le matériau sature. On n'a pas forcément tout à fait. On a une relation linéaire au début, et ensuite le matériau va saturer. Vous avez vu les matériaux ferromagnétiques l'année dernière. Donc vous avez phi qui est une fonction directe de IE. Alors, du coup, vous trouvez que vaut la nouvelle vitesse de rotation? Est-ce que vous avez trouvé? Alors, la vitesse de rotation pour les serviles. J'ai un truc, mais je suis pas sûr. Alors, dites-moi. J'ai 1373,4 tours par minute. Voilà, hein, 1373, effectivement. Alors, pour ça, vous avez probablement été chercher la valeur dans le tableau à IE égale 1,5 ampères. Vous avez été dans le tableau. Donc, exercice 2, c'est ça. Alors, donc vous avez été dans le tableau prendre la valeur à IE égale 1,5 ampères. Voilà, donc à 1,5 ampères, vous avez une valeur de flux qui est fixée. On va l'appeler phi0. Vous avez un E qui vaut 237 volts. Alors là, on se fiche que ce soit un fonctionnement génératrice ou moteur, puisque E, dans tous les cas, vaut K multiplié par phi0 et multiplié par oméga 0. Voilà, ce oméga 0, vous voyez, il vaut 2pi fois petit n divisé par 60, avec n égale 1500 tours par minute, hein, puisque c'est relevé à la vitesse nominale. Voilà ce qu'on peut dire pour la première valeur qu'on extrait du tableau. Et pour les serres vides, à moteur, on a toujours un courant inducteur IE qui vaut 1,6 ampères, et donc ça nous donne la même valeur de phi0 que pour la dernière colonne du tableau. Pour l'inducteur et les serres vides, alors je suis donc sur un fonctionnement moteur. Donc je me place en convention récepteur sur le schéma équivalent de l'induit, et j'écris que U0 vaut E. Alors comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler E. Je vais l'appeler E0. U0 égale E0 plus R I0. Hein. Je me passe en convention récepteur, de manière à pouvoir mettre dans ma relation une tension positive et un courant positif, puisque c'est un fonctionnement moteur. Je déduis E0. Donc 220 moins 1 fois 3, 217.
Et du coup, ce 217 volts, il vaut également K. La constante K, elle ne change pas, puisque la constante K, c'est P sur A fois NB divisé par 2pi. Le phi 0, il ne change pas non plus par rapport à tout à l'heure, puisque le courant inducteur, c'est toujours 1,5 ampères, et multiplié par contre, une nouvelle vitesse de rotation que je vais appeler oméga prime. Voilà. Donc là, ici, j'ai E0 égale K fois phi 0 fois oméga prime, et tout à l'heure, j'avais E égale K fois phi 0 oméga 0. Donc là, j'ai mes relations 1 et 2. 2, 1 et 2. Je tire que voilà, je fais le rapport et je tire donc que E0 divisé par E égale à oméga prime divisé par oméga. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le oméga prime. Pour oméga, je peux aussi écrire, vous voyez, le n', la nouvelle vitesse de rotation, égale E0 sur E, multiplié par la vitesse de rotation en tours par minute de l'essai en génératrice. Donc en génératrice 237, ici on a 217. Donc ça donne du 217 divisé par 237 et multiplié par 1500. Et ça vous donne donc 1373 tours par minute. Voilà. Voilà ce qu'il fallait trouver. Voilà, donc on n'ira pas plus loin parce que c'est l'heure et puis là il faut se dépêcher puisqu'on a cours. Voilà, on reprend tout à l'heure. Ben voilà, donc je termine là. Alors essayez pour la prochaine fois de faire tout ce que vous pouvez au niveau des exos. Les exos avec la double obel, là, vous voyez le petit signe que vous avez devant ici pour l'exercice 3, ils ne sont pas à faire. Je pense que monsieur Niel, donc qui gère le module, vous mettra la correction de ces exos sur Open School ensuite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire tout ce que vous pouvez dans les exos, si vous voulez vous entraîner. Donc l'exercice 2, vous pouvez le terminer. Alors il y a des choses vraiment intéressantes. C'est important que vous le fassiez avant de venir parce que là on va faire plus que du TD. Donc exercice 2, le 4, le 5 et 6. Je crois il y a un 6e exo. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Ça permet de bien assimiler là tout ce qu'on a vu. Donc c'est important que vous les cherchiez pour la prochaine fois. D'accord? Donc on ne fera que du TD la prochaine fois. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte et qu'on se revoit du coup cet après-midi pour le cours d'onde? Pas de questions particulières? Voilà, donc Monsieur, oui, je vais arrêter l'enregistrement. Vous mettez sur... vous nous enverrez le lien, c'est ça? Ouais, alors sinon je l'ai mis sur... vous n'y avez pas été sur j'ai une chaîne YouTube, c'est facile à trouver. Si, ouais. j'ai vu. Et je vous ai fait une playlist, vous n'avez qu'à la partager. Oui, je crois que j'ai fait une playlist pour les cours d'électricité.